Bonjour à tous. Dans le premier épisode, on a vu que la croissance économique repose sur deux grandes sources, l'accumulation des facteurs de production, c'est-à-dire davantage de travail et de capital, et l'augmentation de la productivité globale des facteurs, notamment grâce au progrès technique. On a aussi vu que le progrès technique résulte de l'innovation, qu'il dépend d'investissements, d'institutions, de droits de propriété, de recherche, d'éducation et d'infrastructures. Mais comprendre les sources de la croissance ne suffit pas. Il faut aussi comprendre ses défis, car la croissance n'est pas seulement un mécanisme d'augmentation de la production. Elle transforme la société, modifie la répartition des revenus et exerce une pression sur l'environnement. Le premier défi est celui des inégalités. On pourrait penser que si la production augmente, tout le monde en bénéficie automatiquement. En réalité, ce n'est pas si simple. La croissance augmente la richesse produite, mais elle ne dit pas comment cette richesse est répartie. Deux pays peuvent avoir le même taux de croissance et connaître des évolutions très différentes des revenus. Dans l'un, les gains peuvent être largement partagés entre salariés, entrepreneurs, consommateurs et administration publique. Dans l'autre, ils peuvent être captés par une minorité de travailleurs très qualifiés, de propriétaires du capital ou d'entreprises dominantes. La croissance ne garantit donc pas à elle seule la réduction des inégalités. Le progrès technique peut même engendrer des inégalités de revenus. Pour comprendre cela, il faut partir d'une idée simple. Toutes les innovations ne bénéficient pas aux mêmes personnes. Certaines innovations augmentent fortement la demande de travail qualifié. Par exemple, les technologies numériques, l'intelligence artificielle, la robotique, les logiciels de gestion ou l'analyse de données nécessitent des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des cadres, des spécialistes capables de concevoir, d'utiliser ou de superviser ces technologies. Ces travailleurs qualifiés deviennent plus recherchés et leur rémunération peut augmenter. À l'inverse, certaines tâches routinières, répétitives ou facilement automatisables, peuvent être remplacées par des machines ou des logiciels. Les travailleurs qui occupaient ces emplois peuvent en subir une pression sur leur salaire, des reconversions difficiles ou un risque accru de chômage. On parle souvent de progrès technique biaisé en faveur du travail qualifié. Cela signifie que le progrès technique ne touche pas tous les travailleurs de la même façon. Il complète le travail qualifié et peut remplacer une partie du travail moins qualifié ou routinier. Un logiciel très performant peut rendre un ingénieur plus productif, mais il peut aussi automatiser certaines tâches administratives. Un robot peut aider une entreprise à produire plus vite et plus régulièrement, mais il peut réduire le besoin de certains postes d'exécution. Le problème n'est donc pas que la technologie détruit tous les emplois. Le problème est qu'elle transforme la structure de l'emploi. Certains emplois disparaissent, d'autres apparaissent. Certains deviennent mieux rémunérés, d'autres sont fragilisés. Ce mécanisme est directement lié à la destruction créatrice. L'innovation crée de nouveaux secteurs, mais elle en détruit ou en affaiblit d'autres. Pour l'économie dans son ensemble, cette transformation peut être une source de croissance, mais pour les travailleurs concernés, elle peut être vécue comme une perte. Un salarié dont le métier devient obsolète ne passe pas automatiquement vers un métier plus qualifié. Il peut manquer de formation, vivre dans un territoire où les nouveaux emplois ne se trouvent pas, avoir des contraintes familiales ou financières, ou être trop âgé pour envisager facilement une reconversion longue. La destruction créatrice crée donc un enjeu social. Comment accompagner les transitions professionnelles? Le progrès technique peut aussi accroître les inégalités entre les détenteurs du capital et les travailleurs. Les innovations sont souvent incorporées dans du capital, machines, logiciels, brevets, plateformes, algorithmes, bases de données. Ceux qui possèdent dans ce capital peuvent capter une part importante des revenus associés. Une entreprise qui détient un brevet, une marque dominante ou une plateforme très utilisée peut obtenir des profits élevés. Les actionnaires, les fondateurs ou les investisseurs peuvent alors bénéficier fortement de l'innovation. Si la propriété du capital est concentrée entre les mains d'une partie limitée de la population, les revenus du capital peuvent accentuer les inégalités. Les technologies numériques renforcent parfois ce phénomène, car elles favorisent des effets de réseau et des économies d'échelle. Un effet de réseau existe quand l'utilité d'un service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Plus une plateforme a d'utilisateurs, plus elle devient attractive, ce qui attire encore plus d'utilisateurs. Cela peut conduire à des positions dominantes. Les économies d'échelle signifient que le coût moyen diminue quand la quantité produite augmente. Dans le numérique, produire le premier exemplaire d'un logiciel peut coûter très cher, mais le reproduire pour 1 million d'utilisateurs peut coûter relativement peu. Résultat, quelques entreprises peuvent devenir extrêmement productives, réaliser des profits élevés et rémunérer fortement certains salariés très qualifiés, tandis que d'autres entreprises et travailleurs restent à l'écart de ces gains. Les inégalités peuvent aussi être territoriales.
Les activités innovantes se concentrent souvent dans les grandes métropoles, près des universités, des laboratoires, des infrastructures, des investisseurs et d'une main-d'œuvre qualifiée. Cela crée des effets d'agglomération. Les entreprises veulent s'installer là où se trouvent les compétences. Les compétences vont là où se trouvent les entreprises et l'innovation se nourrit de cette proximité. Mais cela peut marginaliser certains territoires moins connectés, moins qualifiés ou spécialisés dans des activités en déclin. La croissance tirée par l'innovation peut donc renforcer l'écart entre territoires dynamiques et territoires fragilisés. Il faut cependant éviter une vision trop simpliste. Le progrès technique ne produit pas mécaniquement plus d'inégalités dans toutes les situations. Il peut aussi améliorer le niveau de vie du plus grand nombre. Si une innovation permet de produire des biens moins chers, les consommateurs gagnent en pouvoir d'achat. Si elle améliore la santé, l'éducation, la communication ou les transports, elle peut bénéficier largement à la population. Si elle crée de nouveaux secteurs d'emploi, elle peut ouvrir des opportunités. L'effet du progrès technique sur les inégalités dépend donc beaucoup des institutions et des politiques publiques. Système éducatif, formation professionnelle, protection sociale, redistribution fiscale, salaire minimum, négociation collective, accompagnement des reconversions, politique d'aménagement du territoire. La technologie transforme l'économie, mais la manière dont ces gains sont répartis dépend aussi de choix sociaux et politiques. Le deuxième grand défi de la croissance est écologique. La croissance économique repose sur la production de biens et de services, et cette production utilise des ressources naturelles. Elle consomme de l'énergie, des matières premières, de l'eau, des sols, des métaux, du bois, des ressources agricoles. Elle génère aussi des déchets, des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre. Tant que l'on regarde seulement le PIB, on peut avoir l'impression qu'une augmentation de la production est toujours une bonne nouvelle. Mais si cette production détruit des ressources naturelles, pollue l'air ou contribue au réchauffement climatique, elle peut compromettre les conditions de vie futures. Il y a d'abord le problème de l'épuisement des ressources. Certaines ressources sont non renouvelables à l'échelle humaine, comme le pétrole, le gaz, le charbon ou certains minerais. Plus la production augmente, plus la demande de ces ressources peut augmenter, ce qui pose un problème de disponibilité, de coût et de dépendance. Même les ressources renouvelables peuvent être surexploitées. Une forêt peut se régénérer si les prélèvements restent raisonnables. Elle disparaît si l'exploitation dépasse sa capacité de renouvellement. Un stock de poissons peut se maintenir si les captures sont limitées. Il s'effondre si la pêche est excessive. La croissance peut donc entrer en tension avec la capacité de la nature à se renouveler. Il y a ensuite le problème de la pollution. Produire et consommer peut entraîner des rejets dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Ces pollutions peuvent provoquer des maladies, dégrader les écosystèmes, réduire la productivité agricole, rendre certains espaces inhabitables ou nécessiter des dépenses importantes de dépollution. Le problème économique central est celui des externalités négatives. Une externalité négative existe lorsqu'un agent économique impose un coût à d'autres agents sans payer ce coût. Par exemple, une usine qui pollue une rivière peut réduire les coûts de production de ses biens, mais elle fait supporter à d'autres le coût de l'eau polluée, des maladies ou de la perte de biodiversité. Si ce coût n'est pas intégré dans le prix du produit, le marché conduit à produire trop de biens polluants par rapport à ce qui serait souhaitable pour la collectivité. Le réchauffement climatique est l'exemple le plus massif de cette logique. Une grande partie de la croissance industrielle passée s'est appuyée sur les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Ces énergies ont permis d'augmenter fortement la production, les transports, le chauffage, l'agriculture mécanisée et l'industrie. Mais leur combustion émet des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et contribuent au réchauffement du climat. Le problème est mondial car les émissions produites dans un pays affectent l'ensemble de la planète. Il est aussi intergénérationnel car les émissions d'aujourd'hui auront des conséquences pendant longtemps. Sécheresse, canicule, inondations, élévation du niveau de la mer, baisse de rendements agricoles, destruction d'infrastructures, le changement climatique menace directement les conditions de la croissance future. C'est pour cela que l'on parle de croissance soutenable. Une croissance soutenable est une croissance qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette idée oblige à ne pas regarder seulement la quantité produite aujourd'hui, il faut aussi regarder l'état du capital transmis aux générations futures. Ce capital ne se limite pas aux machines, aux bâtiments ou aux connaissances. Il inclut aussi le capital naturel, climat stable, biodiversité, ressources, sol fertile, eau potable, qualité de l'air. Une économie peut augmenter son PIB en détruisant son capital naturel, mais cette croissance risque de ne pas être soutenable. Sur cette question, on distingue parfois deux visions.
La soutenabilité faible considère que différents types de capitaux peuvent se substituer les uns aux autres. Si l'on épuise une ressource naturelle, mais que l'on accumule suffisamment de capital technique, humain ou financier, on pourrait maintenir le bien-être des générations futures. La soutenabilité forte affirme au contraire que certains éléments du capital naturel sont irremplaçables. On ne remplace pas facilement un climat stable, une biodiversité effondrée ou des sols durablement dégradés par des machines ou de l'argent. Cette distinction permet de comprendre un débat central. Le progrès technique peut-il résoudre les limites écologiques de la croissance? Le programme de SES insiste sur une réponse nuancée. L'innovation peut aider à reculer les limites écologiques, mais elle ne les fait pas disparaître automatiquement. Les innovations vertes peuvent améliorer l'efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, recycler des matériaux, améliorer l'isolation des bâtiments, créer des procédés industriels moins polluants ou favoriser une économie plus circulaire. Par exemple, produire de l'électricité avec du solaire ou de l'éolien peut réduire la dépendance aux énergies fossiles. Des moteurs plus efficaces peuvent consommer moins d'énergie. Des technologies de recyclage peuvent réduire la pression sur certaines matières premières. Des innovations agricoles peuvent limiter l'utilisation d'eau ou d'engrais. Dans tous ces cas, le progrès technique peut rendre la production moins polluante et moins consommatrice de ressources. Mais il faut rester prudent. D'abord, une innovation propre doit être déployée à grande échelle pour avoir un effet réel. Inventer une technologie ne suffit pas. Il faut l'installer, la financer, former les travailleurs, transformer les infrastructures et remplacer les anciens équipements. Ensuite, il existe un effet rebond. Quand une technologie devient plus efficace, elle réduit le coût d'usage d'un bien ou d'un service, ce qui peut conduire à en consommer davantage. Par exemple, si une voiture consomme moins de carburant au kilomètre, le coût de chaque trajet diminue, ce qui peut encourager à rouler plus. Au final, une partie du gain environnemental peut être annulée par l'augmentation des usages. L'efficacité est donc nécessaire, mais elle ne garantit pas toujours une baisse absolue des pressions environnementales. Il faut aussi distinguer le découplage relatif et le découplage absolu. Le découplage relatif signifie que l'impact environnemental par unité de PIB diminue. On pollue moins pour produire une même quantité de richesse. C'est déjà un progrès. Mais si le PIB augmente très vite, la pollution totale peut continuer à augmenter malgré une meilleure efficacité. Le découplage absolu, lui, signifie que l'impact environnemental total diminue, alors même que le PIB augmente. C'est beaucoup plus exigeant. Pour rendre la croissance soutenable, il ne suffit donc pas de produire un peu plus proprement. Il faut réduire effectivement la pression globale sur les écosystèmes, les ressources et le climat. La transition écologique implique donc, elle aussi, une forme de destruction créatrice. Développer des énergies renouvelables, des bâtiments sobres, des transports bas carbone ou des procédés industriels propres suppose de créer de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois. Mais cela suppose aussi de réduire ou de transformer des activités existantes. Centrales à charbon, véhicules thermiques, industrie très carbonée, mode de production intensif en ressources. Cette transition demande des investissements massifs, de la recherche, des infrastructures, des formations, des politiques publiques et un cadre institutionnel stable. Elle peut créer des opportunités de croissance, mais elle peut aussi provoquer des coûts de transition pour certains ménages, certaines entreprises ou certains territoires. Le défi écologique et le défi des inégalités sont d'ailleurs liés. Les populations les plus modestes sont souvent plus vulnérables aux pollutions, au prix de l'énergie, aux logements mal isolés ou aux catastrophes climatiques. En même temps, certaines politiques écologiques peuvent être socialement difficiles si elles augmentent le coût de biens essentiels sans compensation. Une taxe carbone, par exemple, peut être efficace pour inciter à réduire les émissions, mais elle peut peser davantage sur les ménages qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, de déménager ou de rénover leur logement. Cela montre que la soutenabilité écologique doit aussi être pensée avec la justice sociale. Au fond, ce chapitre invite à adopter une position équilibrée. La croissance économique a permis d'augmenter considérablement la production, le niveau de vie moyen, l'espérance de vie, l'accès à l'éducation, les infrastructures et les capacités d'action des sociétés. Elle repose sur des mécanismes puissants: accumulation du capital, travail, productivité, progrès technique, innovation, institutions. Mais elle n'est pas automatiquement synonyme de bien-être partagé ni de soutenabilité. Elle peut engendrer des inégalités si les gains du progrès technique sont concentrés. Elle peut détruire des emplois et fragiliser des territoires à travers la destruction créatrice. Elle peut aussi dépasser les limites écologiques si la production repose sur l'épuisement des ressources, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. La conclusion à retenir pour le bac est donc la suivante.
les sources de la croissance sont l'accumulation des facteurs de production et l'augmentation de la productivité globale des facteurs, principalement grâce au progrès technique. Ce progrès technique est endogène car il dépend des innovations, des investissements, du capital humain, de la recherche, des infrastructures et des institutions. Mais la croissance soulève deux grands défis. Un défi social, parce que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus, et un défi écologique, parce qu'une croissance soutenable se heurte à l'épuisement des ressources, à la pollution et au réchauffement climatique. L'innovation peut aider à reculer ses limites, mais elle doit être orientée, diffusée et accompagnée. La vraie question n'est donc pas seulement comment produire plus, c'est aussi comment produire mieux, comment répartir les gains et comment préserver les conditions de vie des générations futures. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.